Donc bonsoir à toutes et à tous, merci d'être ici. J'ai l'impression qu'on ne peut pas tous entrer, donc pareil, entrez, mettez-vous, vous pouvez, ici, enfin, restez pas dehors surtout, il y aura quelques places ici. Bon, que dire, merci Richard, merci Martin d'être ici présent. Vous avez vu qu'il y a une caméra, deux en réalité, donc on fait une captation de ce moment, on mettra ça sur le site internet des éditions Libertalia. On mettra certainement sur quelques réseaux sociaux aussi, mais à voir. On va laisser la parole à l'auteur et photographe Martin, ici présent, et à Elisha Baskin, ici présente, et c'est un plaisir et un honneur pour nous que tu sois là, pendant à peu près 3 quarts d'heure, puis on vous propose d'échanger avec eux pendant environ une demi-heure, si vous le souhaitez. Donc en gros, on parle, on a chaud pendant 1 heure et quart. Et ensuite, évidemment, on boit un verre, on a quelques bouteilles au frais, pendant le temps qu'on voudra. Alors, en 2017, certains se souviennent peut-être, on avait publié cet ouvrage-là, Refusnik, dire non à l'armée en Israël. Un bouquin coédité avec Amnesty International. Un livre qu'on a réimprimé à l'occasion de la parution de ce nouvel ouvrage qui poursuit, prolonge le travail entamé et publié en 2017 avec des entretiens un peu moins nombreux réalisés en 2023 et en 2024 après le 7 octobre 2023 notamment. Pour nous, ces deux livres fonctionnent ensemble. Il se trouve que Elisha figure dans la première version, donc l'édition 2017, et celle-ci. Là où je ne suis pas très clair, c'est que les témoignages ne sont pas les mêmes. Donc dans ce volume 2, si vous voulez. Donc je vais vous laisser la parole. Je crois que Martin veut passer à un film. On va avoir du mal à le voir, mais tu nous décrypteras peut-être. On va couper la lumière. Voilà. En fait, juste pour... Tu as un micro, j'aurais pu parler avec le micro, je ne l'ai pas fait. Je sais pas, est-ce que c'est mieux ? Oui. Donc pour préciser ce que disait Nicolas, en fait, Elisha est dans les deux livres. Il y a 3 personnes qui sont dans les deux livres. C'est donc Yuval, Elisha et le troisième, j'oublie toujours son prénom, Avner. Qui, donc en fait, j'ai interviewé par exemple Avner en 2008 et je l'ai réinterviewé en 2024. Elisha, je l'ai rencontré en 2016 et je l'ai réinterviewé en 2024. Et donc Yuval, avec qui j'ai failli me marier, j'ai rencontré en 2008, on a discuté en 2008, en 2009 et en 2024. Voilà. Donc le petit film que je voulais vous montrer, on va voir si la technique nous aide ou pas. C'est juste 5 minutes, ça va, vous aurez pas le temps de vous endormir en principe. C'est juste 5 minutes qui donnent en fait une petite idée de ce qu'il y a dans le bouquin. Évidemment, il y a des... Donc j'ai enregistré en fait les personnes que j'ai interviewées et j'ai choisi les personnes qui me paraissaient les plus significatives ou en tout cas qui disaient des choses qui pouvaient être réduites comme ça en très peu de temps. J'en profite pour remercier Boris qui m'a grandement aidé, qui a monté en fait ce petit film. Voilà. Donc en fait, c'est trois personnes que j'ai interviewées en 2023-2024. Sophie, la dernière, a refusé en 2023 de faire l'armée. Elle a fait plusieurs mois de prison. Et je trouvais que c'était intéressant qu'elle prenne ce temps pour dire personne ne part d'ici, en fait. Tout le monde reste. Ensuite, Noam, qui est la première, qui, vous verrez si vous prenez le livre, donc c'est une humoriste, et elle commence, en fait, la première fois que je la rencontre, elle commence l'interview en disant comment ça se fait que j'ai vraiment pas de chance, je suis né dans une famille de gauchistes, et du coup, je me retrouve là avec un putain de journaliste français qui veut me faire parler de moi, à essayer d'arranger le monde. J'aurais préféré être né dans une famille normale et aimer Netanyahou. Bon.
Et donc, grâce à Jean Stern, qui est journaliste et chez Orient 21, c'est lui qui a trouvé le quatrième de couverture qui reprend en fait ce que dit Noam dans la petite vidéo, c'est-à-dire cet échange, ce moment un peu tendu qu'elle a eu quand elle a ouvert la première lettre concernant son service militaire, où elle est avec sa meilleure amie palestinienne. Et donc c'est son amie palestinienne qui lui dit mais tu sais que ça va être difficile pour toi si tu fais pas le service militaire, et elle qui se dit à ce moment-là justement c'est pour ça qu'il faut pas que je le fasse. Et puis donc au milieu c'est évidemment Eviatar Greenberg, qui lui est le plus jeune des trois, qui est un personnage incroyable, qui est le premier dans le bouquin, qui lui a grandi dans une famille ultra-orthodoxe, et qui donc quand on vit dans une famille ultra-orthodoxe, on a des espèces de pare-feu sur les ordinateurs, aussi bien à l'école que chez soi. Donc par exemple, si dans Wikipédia on tape évolution, il y a des choses qui apparaissent pas. Comment s'appelle déjà ce personnage très très important de l'évolution? Vous m'impressionnez, du coup Darwin n'apparaît pas. Darwin n'apparaît pas, et donc quand on a 14 ans et qu'on veut savoir par exemple pourquoi les juifs n'ont pas le droit de se marier avec des goïs, c'était ça le départ de son truc, c'est ça, il a piraté le pare-feu et il a réussi à avoir plein d'informations, d'abord sur qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre goy et juif, et puis ensuite il a compris qu'il y avait une différence de narration au niveau de ce qui s'était passé dans ce petit bout de terre en 1948. Donc il comprend que pour les Palestiniens c'est la Nakba, et donc voilà, il va prendre conscience de choses comme ça jusqu'à que je l'interviewe à l'âge de ses 17 ans, où c'est devenu déjà un super activiste. Il passe son temps en Cisjordanie à faire de la présence protectrice, enfin bon, voilà ce qu'il raconte un peu là. Voilà. Et donc sinon, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a trois personnages que j'ai interviewés dans les deux livres. Déjà dans le premier livre, il y avait aussi, c'était un travail beaucoup plus sur le long terme, beaucoup plus, tranquille, entre guillemets, puisqu'il y a des interviews de 2008, 2009 et 2016, 2017. Donc c'est vraiment sur le temps long, et voir comment, l'idée c'était de voir un peu comment le regard des gens que j'avais interviewés évoluait en fonction de ce qui se passait dans leur pays, et puis aussi d'interviewer aussi bien des gens d'un certain âge. La personne la plus âgée que j'ai interviewée avait refusé de faire son service militaire en 1971, jusqu'à des très jeunes. Et donc en 2016, quand je suis en train de terminer mon travail sur le premier tome, je rencontre Elisha, dont le contact m'a été donné par une personne qui est assez centrale pour moi là-bas, c'est Oren Ziv. Oren Ziv, c'est un photographe qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Active Stills. Donc je vous conseille vivement, si vous avez Instagram et que vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe là-bas, c'est pas toujours très gai, hein, évidemment, de regarder le compte Instagram de Oren Ziv et de Active Stills. Donc Oren Ziv, c'est un photographe qui a documenté les exactions de l'armée israélienne en Cisjordanie avec le collectif depuis très très longtemps. Je ne me souviens plus quelle année ils ont commencé, tu te souviens? Peut-être 2007. Voilà, ou 2006, oui. Donc moi, j'ai rencontré en 2008. En gros, Oren Ziv, c'est un photographe qui a commencé plus parce que c'était un activiste, c'était quelqu'un qui voulait dénoncer les violences de l'armée israélienne. Voilà. Et donc, il me fait rencontrer Elisha, et on discute chez elle, alors que tu es déjà enceinte? Non, pas encore? Je pense pas. Pas encore. Mais alors, donc on se rencontre, et moi, à Tel Aviv, dans le quartier de Shapira, pour ceux qui connaissent, c'est le quartier sud de Tel Aviv, c'est le quartier le plus pauvre, non? Voilà, il y a des pauvres et des intellectuels. Donc Elisha, je pense qu'elle est plutôt intellectuelle. Un peu comme Montreuil. Un peu comme Montreuil. Alors, il faut voir que Tel Aviv, c'est une ville,
le mètre carré est encore plus cher qu'à Paris. Donc quand tu dis il y a 20 ans, non. C'est autre chose encore. Et donc Elisha me raconte comment ça s'est passé, comment elle a pris conscience en fait qu'elle voulait pas faire l'armée. Tu veux nous raconter? Bonsoir. Et mon français n'est pas super bien, mais on va réussir ensemble. Donc, j'ai fait beaucoup de fautes, mais ça va. J'espère que vous pouvez me comprendre. Et ça marche, le micro? OK. Et donc, la première chose que je vais dire, c'est nous sommes... Aujourd'hui, c'est très difficile de parler de ces sujets et c'est très difficile d'être israélienne et parler de ces sujets. Et c'est un peu, il y a beaucoup de contradictions. Et c'est ça que je veux demander de vous penser et essayer de regarder inside out et pas outside in parce que vous êtes dehors. Et c'est important parce que les problèmes dans ce pays, ils sont à la même temps pour les Israéliens, partout, mais à la même temps invisibles pour la société israélienne. Et moi, j'ai grandi dans cette société et tous les sujets politiques, l'occupation, le Nakba, et ça, c'est un peu invisible si tu pars regarder. Donc, c'est pas pour justifier, pas du tout. Mais le contexte, c'est pas pour justifier, mais c'est important de savoir. Donc, et moi aussi, comme Noam et l'autre fille, je sais pas, Sophie, j'ai grandi dans une famille de gauche. Et mes parents, ils viennent aux États-Unis. Et c'était leur enfance, c'était juif, zioniste, socialiste et très de gauche. C'est peut-être compliqué. C'est clair? OK. OK. Et donc, pour eux, ils ont grandi avec le guerre à Vietnam, le Civil Rights Movement, mais aussi avec le zionisme. Et ils sont déménagés en Israël après la guerre de Yom Kippour, après, c'était 73. Et en Israël, pour eux, le travail contre l'occupation, c'est central. Donc, ça, c'est la maison que j'ai grandi avec. J'ai grandi avec des autres enfants palestiniens. C'est un peu rare. Normalement, la division est très grave. Mais moi, j'étais exposée pendant ma vie de l'autre narrative. Mais à la même temps, avec le zionisme fort, qui pense que le problème d'Israël commence après le 6 jours, la guerre de 6 jours, mais pas le Nakba. Ça n'existe pas dans le narratif. Donc, moi, j'étais au lycée pendant le deuxième intifada, et la ville était absolument horrible, les choses explosaient chaque jour à notre bus, à notre restaurant. Et pour moi, j'étais 15 ans, 14 ans, j'ai regardé, j'ai essayé, je me demandais comment on arrive dans cette situation. Pour personne prendre le bombe et faire ça, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai un peu de contexte, mais j'ai commencé à réfléchir. Et aussi, j'ai vu dans la ville des situations comme, comment on dit, le Palestinien qui est contre le mur avec la police, sans chemise ou sans pantalon aussi, comme ça, dans le rue, choses comme ça. Et ce type d'image est connecté pour moi des autres histoires. Donc, et aussi, à l'école, j'étais
mon école était une école publique normale, mais on était parti d'une programmation de dialogue c'était à Jérusalem, avec des Palestiniens qui habitent à l'Est. Et on fait chaque semaine, on fait des rencontres. Maintenant, j'ai vu que c'était très mal fait, mais l'idée était bien. C'était aussi après Oslo, donc il y a un petit peu d'idée qu'il faut rencontrer les autres pour créer une autre société. C'était à notre époque. Mais c'était l'école qui organise ça. Et à la même temps, on a l'armée qui rentre à l'école pour faire la conscription. Bien sûr, il n'y a pas de choix, il faut construire, mais ils sont rentrés à l'école avec l'uniforme et essayer de préparer les étudiants pour l'armée. Et ça, je trouve bizarre aussi. Je dis, c'est la même école. Un jour, on va aller rencontrer les Palestiniens. L'autre jour, nous sommes avec l'armée. À l'école, dans la classe, ils nous essayaient de motiver et dire « Ah, c'est bien, vous pouvez être combattante. » Et c'était un peu bizarre. Et j'étais confusée et je n'étais pas sûre si je le fais, comment. Mais j'ai décidé de commencer le processus avec l'armée. Il faut faire plusieurs étapes et examens. Et je dis, il faut essayer parce que c'est clair, en Israël, pas faire l'armée, c'est pas évident. Pour travailler après, c'est pas facile. Socialement, c'est pas facile. Donc, je dis OK et j'ai commencé avec le processus. Et il me donnait après tous les examens, et l'armée dit à toi, ici, c'est le type de travail que tu peux le faire si tu construis. Et le premier job, c'était être c'est le travail pour accompagner l'hôpital avec les familles qu'il y a des soldats blessés. Donc, c'est important. Mais, et j'ai dit, OK, si je vais aller à l'armée, ça, c'est le type de travail. Et la même année, c'était aussi l'année qu'on fait le voyage à Pologne. C'est en Israël, vers 16 ans, 17 ans, il y a un voyage, et aussi avec l'école. Et j'appelle ce type de voyage de Disneyland Shoah. Et c'est... Il faut traduire ça ou... Non, OK. Non, mais en fait, je voulais juste dire, c'est juste pour faire un peu de rythme. Hein, donc je prends la parole genre comme ça 3 secondes juste pour faire du rythme. Non, mais en fait, ce qu'elle va raconter là, moi, ça m'a vraiment, ça m'a fait travailler le ciboulot pendant très longtemps, parce que ce voyage en Pologne, donc ça se passe à Auschwitz, ce qu'elle a vécu là, c'est, à mon avis, c'est c'est vraiment comment le tourbillon, ce qui est au milieu du tourbillon. Enfin, c'est vraiment un truc central qui est lié à tout ce bordel, à mon avis. Oui. Donc, je pars avec l'école en Pologne et c'était... Moi, j'ai trouvé pendant on fait chaque jour dans notre camp, à notre lieu, qu'il y a des choses terribles, oui, qui a passé. Mais je trouve que la première chose, on a notre préparation inclut rien par rapport au pays, le Pologne. On ne sait rien. Aussi, on a rencontré pas de personne polonaise. On a parlé avec personne. On était là, nous, avec 2 garde-corps qui nous suivent comme ça. Et aussi, il y a des choses émotionnelles qui étaient fabriquées un peu. C'est pas parce que c'est pas dur, c'est dur, mais le travail de notre
prof, c'était de créer cet drame d'émotion, et c'est toujours connecté, pas avec le Shoah, mais avec l'armée, l'Israël. Il faut être sûr que ça jamais arrive, et c'est pour ça que nous sommes là. Et moi, j'ai grandi avec un autre message de cette histoire. Et aussi, on a un événement qui était plusieurs fois, c'est on a marché dans le centre-ville en Pologne, en Cracovie, et avec des drapeaux énormes, drapeaux d'Israël. Ils nous donnaient le drapeau pour mettre sur nous. Oui. Et aujourd'hui, par hasard, j'ai les mauvaises couleurs, mais on a marché comme ça dans le centre-ville, et très militante. Et bien sûr, les gens regardent, c'est folle. Et notre l'enseignant, il me dit, mais regarde l'antisémitisme, regarde comment nous regardons comme ça, et pour créer le peur. Et donc, toutes ces choses là-bas, j'ai compris que le militarisme est un dead end. Oui, exactement, oui. Et que aussi notre histoire est vraiment utilisée pour la totalement mauvaise direction. Et quand quand le voyage est terminé, et j'ai réfléchi beaucoup de cette job qu'il me dit l'armée, et je dis je peux pas le faire. Je peux pas être. Bien sûr, quelqu'un qui était blessé, c'est important de traiter. Mais moi, je sais que cette personne, c'était pas la place pour eux to begin with. Oui, c'était pas le bon endroit, et je peux pas en bonne conscience faire ce type de travail. Et aussi, j'ai compris que participer dans l'armée, n'importe quel côté, c'est normaliser quelque chose qui est pas normal, et que pour moi, je peux pas. Donc, pour faire plus vite, désolé. Ah, ok. J'avais juste, parce que là, tu as parlé vraiment de quand tu étais en Pologne, de ce que ça t'a fait réfléchir. Mais bon, peut-être tu veux pas raconter là, mais il y a eu aussi une réaction plus physique en fait. You felt bad in a moment. You want to tell that or not? Okay. Oui, c'était à la fin, c'était vendredi, et on fait une visite dans une synagogue, et en fait, il y a des juifs en Pologne, mais c'est un secret, parce que Pologne, c'est un cimetière. Donc, on était là-bas, et à la même temps, il y a un autre groupe de settlers, oui, qui est faire aussi le même voyage. Et encore fois, c'est cette fabrication d'émotions, et il y a un moment qui tout le monde dansait et fait beaucoup de bruit et dit Am Israël Chai, l'Israël vivant, et prier et crier et pleurer, c'est très comme ça. Et elle m'essayait aussi de rejoindre cette danse, et j'ai dit non, je veux pas. Et ça, c'était un peu le moment que je compris, je peux pas, c'est trop, je peux pas, cette situation, et il faut, nous sommes dans cet espace, et juif en Europe, c'est pas le respect de cette histoire, et
Et donc, c'était dur, ce moment. Et voilà, ça c'est l'histoire. Et après, bref, j'ai parlé avec mes familles. Et je dirais, je ne peux pas faire l'armée. Ils me supportent très fort. Et j'écris en lettres. Il y a un processus. Peut-être vous avez des questions par rapport à ça après, mais j'écris en lettres. Il y a une commission. Et il faut oui, prouver votre idéologie ou votre politique. Et je le fais 2 fois parce que la première fois, il ne m'a pas accepté. Et aussi, c'est absolument, comment on dit, c'est pas un provisoire, mais it's like random. C'est, oui. Il n'y a pas de, oui. Je vais expliquer un peu là. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités quand on refuse l'armée. Une des possibilités est de passer devant cette fameuse commission, qui est une soi-disant commission pour les objecteurs de conscience, mais qui en fait est composée en général principalement par des militaires et parfois un rabbin. Donc cette commission qui répond pas aux règles démocratiques d'une commission pour l'objection de conscience selon Amnesty International, qui d'ailleurs a soutenu les 2 bouquins pour cette raison. Donc Elisha est passé 2 fois devant cette commission parce que tu as fait appel. Voilà. Et le premier, c'était avec le gens qui travaillent à l'armée, et la deuxième commission, c'était avec les citoyens aussi. Et c'était drôle parce qu'ils m'essayaient de faire de débat pour les solutions politiques. Et je dis, je suis pas là pour décider le futur. Donc, c'était moi contre 9 hommes. Et après, la deuxième fois, j'ai pensé aussi qu'une autre fois, il ne m'acceptait pas. Mais après 8 mois, 7 mois, j'ai reçu une lettre qui j'étais exemplaire pour la raison des objections de conscience. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, parce qu'il n'y a pas de vraie raison. Il y a des gens qui allaient en prison, il y a d'autres qui étaient exemptés. Et j'ai aucune idée pourquoi. Et pour Gaza, tu veux dire? Non, juste, en fait, moi, après avoir étudié la question pendant 16 ans, et avoir interviewé une 60aine de refusniks, je pense que l'armée, en fait, donne ou ne donne pas la possibilité d'avoir le statut d'être exempté en passant devant cette commission de façon complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles réelles. C'est-à-dire on est confronté à des gens qui vont prendre une décision, on ne sait pas comment, c'est complètement opaque. Et en fait, c'est une tactique pour mettre dans la difficulté la personne qui voudrait peut-être passer devant cette commission. Elle va hésiter. Elle va se dire « Oulala, je ne sais pas si je vais passer 2 ans en prison, 6 mois, 3 mois... Peut-être je vais être exempté. » Ça existe aussi. Mais c'est un peu... on joue au dé. Donc, quand on joue au dé, les personnes n'ont pas envie voilà, au moins, si je fais l'armée, je ne vais pas être discriminé, je ne vais pas être ostracisé par le reste de la société, par mes parents, par mes amis. Ça, c'est vraiment une option que je ne veux pas parce que c'est vraiment trop aléatoire. C'est ça, peut-être. Oui. Et juste pour finir cette histoire, et après, aussi, j'ai dit pendant les 2 rendez-vous avec les commissions, et j'ai envie de contribuer, mais d'une façon civile, pas à l'armée. Je suis motivée pour faire des choses civiles. Et après l'appel, je peux faire
ça s'appelle Shirut Leumi, service national. C'est un service qui est reconnu, oui, civique, qui est reconnu par l'État. L'État paye aussi. Et il y a beaucoup de postes aussi à l'hôpital, à l'école et tout ça. Il me dit, tu peux trouver un lieu pour faire l'année. Et je dis, OK, je veux faire chez Amnesty International. Et il m'a dit, OK. Et donc, j'ai rapproché Amnesty en Israël. Et c'était en 2004. Et j'ai dit, j'ai envie de faire mon service civil chez vous. Il rigole, il dit, mais c'est pas possible. Je dis, non, c'est possible, on peut le faire. Et on fait un contrat et j'étais le premier service civil chez Amnesty en Israël. Et après moi, il y a plusieurs qui continuent à faire. Mais aussi, on peut regarder ça. Le contraire, c'est un peu le côté cynique, c'est un peu washing, quoi. C'est une façon pour Israël de dire, mais regarde, on a des services civils, parce qu'il y a plusieurs organisations de droits humains qui ont cette poste service civil. Mais OK, j'ai fait un an là-bas et aussi c'était interdit de travailler dans le pays qui est tué. C'était la règle de Amnesty à l'époque. Peut-être maintenant c'est changé, je ne sais pas, mais et voilà. Donc voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que Elisha me raconte tout ça et d'autres trucs. Vous découvrirez encore d'autres choses dans le bouquin qu'elle n'a pas dit là. Et donc 2016. Et puis en 2023, donc c'est ce qu'il y a dans le deuxième livre. Pourquoi je me remets à travailler sur le même sujet 5 ans après, c'est que mon idée en fait était que ce premier livre, j'aurais trouvé intéressant qu'il soit publié en anglais. Et donc je retourne en mai 2023 interviewer des nouvelles personnes dans le but de, si vous allez voir un éditeur avec des trucs qui datent de 2017 en 2023, ça marche pas. Il va vous dire non mais ton truc il est trop vieux. Donc j'y retourne en 2023 en me disant je vais en trouver des nouveaux et puis je vais aller proposer ça à un éditeur à Londres, à New York. Pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc j'essaye de continuer aussi de retrouver en fait des gens que j'ai interviewés pour le premier bouquin. Et là, je me rends compte que en fait, Elisha, elle est en France. En fait, je le savais déjà parce qu'on a des copains en commun. Et puis, tu avais récupéré le premier livre, tu étais déjà en France, je pense. Voilà, mais on était restés. Je trouvais. Tu l'as trouvé au Mucem ? Oui. Wow, super. Bon. Et puis, donc, je trouve des nouvelles personnes. Et donc là, je vais réinterviewer Elisha, mais cette fois-ci, c'est après le 7 octobre qu'on reparle. Et là, tu vas me raconter pourquoi tu es venu en France, en fait. Okay. Tu peux ? Oui, mais je crois que c'est évident, non ? Pourquoi la France ? Oui, en fait, oui, j'ai été en Israël, j'étais activiste et pendant beaucoup des années et le 7 octobre c'était un peu prévu, pas exactement comme ça, mais l'idée c'est il n'y a pas le futur et il faut juste compter quand et après la naissance de ma fille, c'est être plus pressé parce qu'il faut réfléchir à l'école, comment pour grandir ici, là-bas. Et aussi, beaucoup de notre amis est disparu, ils sont pas là. Et donc, je crois, pour le premier livre, il y a beaucoup d'entre nous qui ont quitté le pays. Et France, c'est par hasard, j'étais en vacances et j'ai resté, c'est tout. Mais l'idée, c'est
pas de hope, d'espoir, pas d'espoir. Et pour essayer de trouver, pour des raisons personnelles, notre vie, de calme, de la nature, un peu de normalité. Et aussi, on n'a pas réussi, en fait. C'est très important le travail que les gens font là-bas, c'est hyper important. Et aussi, le prix personnel est hyper dur. Et il y a des personnes qui continuent de payer le prix. Et pour moi, je paye le prix plus en plus. Et après certains points, j'étais cassée un peu. Et je dis, je ne peux pas continuer. Et il faut trouver un autre. Et aussi, je trouve que c'est peut-être un peu à l'envers, mais pour moi, le diaspora est très important. Être juif en Europe, être juif sans être sioniste, et continuer avec l'histoire de ma famille qui est immigrée. Moi, je suis la 4e génération qui quittait leur pays, qui sont nés. Donc, oui, et c'était compliqué en France. C'est pas en vacances. c'est compliqué aussi. Mais oui. Et on a trouvé un peu la calme qu'on a cherché. Juste, en fait, on s'est eu par WhatsApp ou par téléphone. J'ai fait l'interview, je crois, la première fois par Zoom. Et après, on s'est enfin vu à Marseille en 2024, je crois. Et je me souviens, tu es arrivé avec un grand sourire, avec un truc, une petite carte comme ça, moi de loin je voyais pas ce que c'était, et c'était regarde, j'ai eu ma carte de séjour, j'ai enfin eu ma carte de séjour. Voilà. Donc pour dire qu'effectivement, de toute façon, être enfant. Oui, j'arrivais ici sans papier, et c'était 7 ans de travail pour la préfecture. Ouais, en fait, et en plus t'es doué pour ça, on me l'a dit. Oui. Voilà, donc. En fait, ce que je voulais dire, pour donner plus de détails dans ce qu'a dit Elisha par rapport à pourquoi elle dit on subit quand on est là-bas, quand on est un ou une activiste en Israël et qu'on va au moins une fois par semaine, voire plus, en Cisjordanie pour soutenir les manifestations contre le mur dans les années 2000, ou pour juste faire de la présence protectrice comme maintenant en Cisjordanie, on risque de se faire casser la gueule. Il y a même un ami avocat qui a failli mourir, qui a eu un truc dans la tête, qui s'est pris une balle en caoutchouc dans la tête, et qui a été évacué en Israël, et qui donc a survécu grâce à ça, alors que évidemment il y a des gamins palestiniens qui subissent la même chose et qui ne survivent pas parce que on les transfère à Ramallah ou du côté palestinien, ou soit c'est trop loin, soit je me souviens plus, ou soit ils n'ont pas les outils pour les faire survivre. Enfin bon, voilà, donc c'est dans ce sens-là que c'est dur l'activisme en Israël, parce que voilà, on est amené à avoir des choses, à subir des choses. Évidemment, c'est moins dur, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, c'est moins dur que d'être palestinien, mais c'est quand même, c'est pas aussi simple qu'en France, quoi. C'est très important ce point, parce que moi, j'ai la possibilité d'être dans notre pays et réussir, et je peux dire, cette violence, je ne veux pas être partir, et je pars. Et bien sûr, c'est pas une option pour la plupart des Palestiniens. Donc, oui, c'est très important de dire. Oui. Et donc, tu t'es installée en France, mais aussi une des raisons, c'était que tu étais maman. C'était aussi ça. Ouais.
Et alors, il y a cette anecdote qui est dans le deuxième livre où tu appelles une amie juste après le 7 octobre. Oui. Donc après le 7 octobre, c'était, je vais dire plusieurs choses par rapport à ça. Nous, on arrivait en France en 2018 et on n'était pas accueillis, comment on dit ce mot? Accueillis. Et pas mal accueillis, mais comme rien. Nous ne sommes pas là, il n'y a jamais de questions. On habite dans un très petit village au sud. Et les gens ne parlent pas ils ne demandent pas de questions. Tu arrives où? Pourquoi tu es là? Il y a un peu de suspicion, pas OK. Et après le 7 octobre, soudain, personne dans la rue m'a embrassé, pleurait, comment tu vas? La famille est bien. Et c'était bizarre parce qu'on attend toujours l'antisémitisme. et bien sûr, ça existe, mais la réaction était forte et ça me surprise beaucoup que soudain, il y a des questions, il y a d'intérêt. Donc ça, c'était dans le village. Et après, j'ai commencé à parler avec des gens et aussi... En fait, c'est le contraire plusieurs fois parce que je suis israélienne. Il y a de l'islamophobie qui sort très vite. Et ils pensent, avec toi, on peut discuter. Oui, et il faut dire, mais. Non, c'est pas, vous n'avez pas la bonne idée, mais c'est une autre histoire. Mais ça arrive aussi. Et donc, après le 7 octobre, bien sûr, et toute la famille est là. Et c'était dur. Il y a aussi des gens où j'habite qui posent des questions. Mais c'est pas exactement qu'est-ce qui se passe et il dit pas la vérité. Le même semaine, je parle pas de choses à Gaza, mais le même semaine. Donc, et aussi, notre famille en Israël, il passe le premier mois et demi, plus ou moins, à l'abri dans le comment ça s'appelle, le bomb shelter, un abri anti-bombe, oui. Et il n'y a pas l'école et tout était fermé. Et j'ai dit à une amie avec 4 enfants, peut-être vous pouvez nous visiter juste pour l'enfant, pour être dehors, pour être à la nature. Et parce que c'était possible à cette époque de quitter à l'avion, mais pas pour déménager, juste pour faire une visite. Elle m'a dit quelque chose de très fort. Elle m'a dit, non, c'est important pour l'enfant cette expérience est importante pour eux. Ils sont enfants israéliens et c'est une expérience collective et il faut le garder ici, sous la terre. Et après ça, tu peux pas, c'est pas une conversation rationnelle, c'est absolument émotionnel et il n'y a rien à dire après ça. Et c'est une mentalité comment on dit, bunker, l'abri. Bunker, c'est l'abri, oui, c'est une mentalité de l'abri. Il faut fermer tout et Hitler, il nous attend jusqu'à ici. Il arrive demain, il faut être prêt, il faut rester comme ça. Et c'est hyper triste, c'est super triste et dur. En fait, oui, le truc que tu disais aussi, c'était que en fait, donc le shelter, c'est l'abri anti-bombe, donc ça veut dire que les enfants, ils voient pas le ciel pendant 1 mois et demi. Et non, ce que tu disais aussi, c'est que en fait, ça laisse présager aucune perspective. C'est-à-dire, il n'y a pas de perspective de paix.
Ça veut dire que les enfants, ils doivent grandir dans des abris anti-bombes parce qu'il faut qu'ils s'habituent que dans le futur, il y aura d'autres guerres et qu'il va y avoir tout le temps la guerre, tout le temps, et que donc les gamins doivent comprendre que c'est comme ça chez eux, et donc il ne faut surtout pas qu'ils aillent voir le ciel en Provence. C'est ça. C'est ça. Et le terme mentalité bunker, c'est un terme là-bas ou tu Non. Je sais pas. C'est pas un terme là-bas, mais j'utilise souvent parce que ça aide de comprendre la mentalité. Ouais. En fait, ça tombe bien parce que selon le chronomètre, selon le temps que nous a indiqué Nicolas, c'est l'heure de vous donner la parole, apparemment. Enfin, si vous êtes d'accord pour poser des questions, dire des choses. Bonsoir tout le monde. En tout cas, c'est très intéressant et merci d'être là et de témoigner en direct. Le direct, c'est toujours super. Là, donc, on est quelques-uns à être du groupe local d'Amnesty Montreuil. Et votre question par rapport si maintenant les pays travaillent sur leur propre pays, à la base, non. Mais il y a des exceptions thématiques. Et par exemple, en France, la France travaille aussi sur le droit de manifester. Et c'est une campagne même qui est mondiale. Et la France aussi travaille sur le droit de manifester en France, si c'est respecté, pas respecté, tout ça. Et donc j'en profite, après je laisse la parole à d'autres, pour dire effectivement qu'Amnesty soutient les 2 livres et que pour Amnesty, en tous les cas, il y a eu toute une enquête sur la situation à Gaza et que pour eux, c'est clair que c'est un génocide. Et sur le site, il y a quand même plusieurs informations qui transmettent l'enquête qu'ils ont fait, les sources d'informations, et reprennent les critères de la définition du génocide pour déterminer, pour affirmer que c'est un génocide. Alors on a laissé quelques informations là, si ça vous intéresse. Et il y a aussi une pétition pour soutenir ou demander la libération d'un médecin, je ne me rappelle plus son nom, qui est emprisonné. Et donc c'est ce qu'on appelle une action urgente pour soutenir et appeler à sa libération. Dernier point, on aura le 26 juin au Méliès une soirée avec une soirée débat avec le film Un médecin pour la paix qui vient de sortir. Et donc, c'est organisé avec plusieurs associations et le soutien du Méliès le 26 juin. Si vous voulez avoir des coordonnées ou des informations pour Amnesty, eh vous nous le dites et puis on vous donne les coordonnées ou vous nous laissez les coordonnées et on vous transmet uniquement les actions. On ne demande pas d'argent, on ne fait pas de pub, c'est simplement une information, il se passe tel événement, tel jour, à tel endroit. Merci. Moi j'aurais une question. Depuis le 7 octobre, est-ce qu'il y a des données disponibles sur... Est-ce qu'il y a plus de gens qui refusent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé qui finalement le font? Est-ce qu'il y a des gens qui le font, qui refusent de le faire, de continuer à le faire? Est-ce qu'il y a des données disponibles? Alors, il y a une partie des données qui est disponible parce que il y a des gens qui ont clairement affirmé qu'ils ne voulaient pas faire leur service militaire. Donc, il y a quelques personnes qui sont connus, qui ont refusé de faire leur service militaire comme conscrits, c'est-à-dire à 18 ans. Je pense que ça doit être une dizaine, quelque chose comme ça. Après, il y a les réservistes qui ont refusé et qui, d'ailleurs, il y en a 2 dans le 2e bouquin, qui sont allés à Gaza au moment en fait où l'armée israélienne allait envahir Rafah, avait le choix entre envahir Rafah
aient, disons, passé les accords pour libérer les otages, ils ont préféré envahir Rafah. À ce moment-là, il y a très exactement 41 réservistes, c'est assez peu, hein, mais c'est quand même quelque chose, qui ont dit nous on arrête. Et donc parmi les 41, il y en a 4 qui ont donné leur nom, il y en a 2 qui sont là-dedans. Et pour moi, c'était les 2 les plus difficiles à interviewer parce que ils étaient pour aller à la guerre au départ. Hein. Et sinon, depuis, il y en a eu, à mon avis, aux alentours de 300. Parce qu'il y a eu 2 fois 150. Oui, ça c'est les gens qui disent publiquement. Mais il y a beaucoup plus, ils ne sont pas notés, qui dit non, je ne continue pas. Et c'est un peu pragmatique, ce n'est pas parce qu'il veut aider les Palestiniens, mais il comprend que cette guerre n'est pas pour Israël, n'est pas pour l'otage. Et il dit non, je ne peux pas le faire, j'ai perdu 3 ans de ma vie. Et il dit non, mais ce n'est pas compté, parce qu'il y a des façons de ne pas faire sans comment on dit, like a statement, oui. Oui, il y a plein de façons de refuser qui sont ce qu'on appelle des refus gris. Il y a aussi les gens qui refusent en allant comme on faisait nous, les vieux, à l'époque. C'est-à-dire que on se faisait passer pour malades mentaux. Il y en a plein, en fait, hein, qui font ça. Et puis il y en a aussi, en fait, la réserve, c'est un truc un peu particulier où c'est, en principe, assez facile d'y échapper en temps de paix, au moins. Là, j'ai l'impression que c'est quand même aussi assez facile d'y échapper. Ce qu'il faut voir, c'est que, donc pareil que pour la commission d'objection, ce qui se passe en fait, c'est que aussi pareil, pour pas que ça devienne un truc trop de propagande, trop public, les gens qui refusent, par exemple, la première personne qui a refusé après le 7 octobre, elle a été exemptée direct. Il n'a même pas eu l'opportunité de pouvoir parler dans la presse. Et c'est pareil pour les réservistes en 1982 pendant la guerre au Liban. Il y en avait énormément. Et il y en a plein qui n'ont même pas fait de prison. Parce que l'armée ne voulait pas que ça devienne un phénomène trop politique, en fait. C'était le cas avec moi. Et moi, j'ai refusé jusqu'avant how do you say, dismantling de colonies à Gaza. Et c'était prévu pour l'armée qu'il y a plusieurs soldats à droite qui va refuser. Donc ça, c'est mon avis. Il dit non, il ne faut pas faire de bruit à ce sujet. Donc c'est un peu, ça dépend aussi qu'est-ce qui se passe dans ces moments. Ouais, juste une chose, il y a 3 niveaux de refus en fait. Il y a ceux qui sont insoumis, c'est-à-dire qui disparaissent et qui disent on n'y va pas. Il y a ceux qui vont dans l'objection de conscience, et puis il y a ceux qui s'arrangent pour ne pas y aller, en maladie, machin, truc. Donc la proportion, je pense que là où il y en a le plus, c'est ceux qui se débrouillent pour ne pas y aller, ce qui est, d'après ce que j'ai compris, pas trop compliqué. Et bon, je savais pas qu'il y avait un truc d'objection de conscience. En fait. Sinon, pour ceux qui se débrouillent, comme tu dis, alors en fait, c'est pas trop compliqué parce qu'il faut payer, mais il faut payer. Donc c'est assez cher le psychiatre en fait. C'est plusieurs milliers de, enfin c'est 1, 2 ou 3 000 dollars, enfin l'équivalent quoi. Faut avoir les moyens, voilà. Donc c'est réservé à une certaine élite économique, disons. Autre chose, les voyages en Pologne, c'est pas toutes les écoles qui font des voyages en Pologne. Même les écoles où il y a beaucoup d'Arabes juifs, parce que moi, ma famille, c'est des juifs arabes. Oui. La Pologne... Oui, c'est aussi le problème. Et mon école était très mixte et il y a
plusieurs étudiants qui disent c'est pas du tout mon histoire. Et qu'est-ce qu'on fait là à Auschwitz? Oui, mais toute l'école, c'est pas tout le monde participe. Et je crois c'est peut-être 60 personnes. Tu peux décider de pas y aller. Oui, mais on fait beaucoup de la fête et c'est fun aussi, ce voyage. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent participer. À l'époque, c'était le voyage en Angleterre. Je veux le micro, Lola. Peut-être, je sais pas, je vais essayer. Je voudrais revenir très en arrière. Peut-être c'est pas le moment d'en parler, mais quand même. Donc, tu as une famille qui est sioniste socialiste. Alors là, il y a toujours une énigme. Parce que je suis aussi une famille qui est sioniste socialiste, mais qui n'est pas en Israël. J'ai eu de la chance, Moins vite. Moins vite. Donc, la grande question, tu me dis ici, la Nakba n'existait pas pour eux. Pas exactement. Ok. Et donc, si tu veux, il y a ça. Il y a deux questions, en fait. Il y a, qu'est-ce que représente pour eux la Nakba? Tu me dis, ça, on n'en parlait pas. Qu'est-ce qui défendait à la place? Deuxièmement, que pense-t-il de Shlomo dans ce cas-là? Shlomo Sand. Ah, je vois ça. C'est-à-dire, c'est pas, je donnais pas mon avis, mais j'essayais de représenter leur avis. C'est pas que le Nakba était pas vrai, mais c'était le prix payé. Oui. Donc, c'était en guerre, ces trucs arrivent pendant la guerre, voilà, on a Israël. Et maintenant, il faut trouver le chemin pour vivre ensemble, les Juifs, les Palestiniens. Donc, il bien compris l'histoire de Nakba, mais il dit que c'était en guerre, et c'était après la Shoah, etc., etc. Donc, il y a Israël, maintenant, il faut trouver le paix. Et le problème pour eux, c'est l'occupation de Cisjordanie, le Golan et Gaza. Et ça, c'est le moment que le souci est commencé. Bien sûr, c'est en contradiction. Et oui, et pour Shlomo Sand, on peut discuter de ça, mais la question, c'était s'ils sont pensé que la diaspora est importante? non, pas importante. La justification de la Nakba. Pourquoi aller en Israël? Parce que nous sommes censés venir d'Israël. Et je me semble à démontrer que c'est pas exactement ça l'histoire. Oui. Donc, le jour où tu comprends ça, moi j'ai mis très longtemps à chercher. Un jour je suis tombé sur Sand, j'ai compris la question que je me posais depuis très longtemps. C'est pourquoi, alors que tous les peuples diasporiques ont disparu, pourquoi les Juifs sont restés Juifs? Alors Marx avec son explication, Abraham Léon avait la sienne. Je lis Shlomo Sand, je me dis putain mais il a raison le mec, c'est ça. Et quand tu es un Juif sioniste socialiste, ma mère était déjà morte quand Shlomo Sand est paru. Donc j'ai pas pu la confronter à ça si tu veux. Mais quand tu es sioniste socialiste, tu te dis attends, ce qui justifie le fait qu'on soit en Israël, c'est qu'on est censé venir de là-bas. Et le prix à payer, c'est de virer des gens de chez eux, de prendre leur place. Et je dis quand même... C'est pas prendre leur place. Ça c'est le différent. C'est pas prendre leur place, c'est trouver la place ensemble. Mais le passé, c'est le passé. Ça, c'est l'idée. C'est pas mon avis, mais... C'est une grosse discussion, on n'est pas obligé d'en mettre. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Donc depuis quelques jours, là, et surtout depuis 2-3 jours, M. Netanyahou a formulé très clairement quelles sont ses intentions. Il y a plein de questions que je me pose, mais que certainement des millions de gens se posent. Mais à l'intérieur d'Israël, comment est-ce que l'information passe? Est-ce que la formulation de M. Netanyahou est claire? Est-ce que tout le monde est au courant de ça? Les Israéliens ont-ils des moyens d'information clairs et rigoureuses? Ou est-ce que tout est noyauté? C'est-à-dire pas comme dans une démocratie, quoi. Je suis désolée. Oui. Je dirais que comme une démocratie macroniste. C'est-à-dire qu'on a... Je m'assois ou je... Ouais, c'est bien, je vous vois comme ça. Salut Bruno.
En fait, en Israël existent des médias qui ne reproduisent pas la parole du Likoud. Et il existe, je vous conseille d'aller voir 972 Magazine, qui est un très bon organe de presse sur Internet, qui pourrait ressembler, c'est un peu entre eux, je dirais que ça ressemble pas mal, ça peut être comme Mediapart, CQFD, voilà par là. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses en Israël, mais comme en Macronie, les gens ils préfèrent CNews. C'est ça. Là, il y a quelques années, en fait, avec un petit peu d'avance sur la France, il y a quelques milliardaires d'extrême droite qui ont racheté plein de médias, et les gens regardent ça, parce qu'ils n'ont pas envie de se poser trop de questions. Est-ce que c'est vrai ? Oui, voilà. Il y a Haaretz qui est un journal, économiquement, c'est pas la gauche. Hein. Non. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, il laisse passer des informations, quoi. Mais alors, c'est Le Monde un peu plus de gauche au niveau de la Palestine, quoi. Et donc, il y a des manifestations actuellement en Israël. Tout le temps, il y a des manifestations tout le temps et Netanyahou est détesté par la plupart des Israéliens. Mais ce n'est pas le même chose. Il y a Netanyahou et il y a le Palestinien. L'Israélien peut être vraiment contre Netanyahou, mais c'est une autre chose qui est parlé pour le droit des Palestiniens et pour regarder vraiment dans la réalité qui se passe. Et oui, l'information est là, c'est ouvert, mais il y a deux façons pour justifier. Pour justifier, oui, il faut faire ça, parce que si on ne fait pas ça, c'est nous dans l'autre côté. Ça va être à l'inverse. Donc, il y a une partie dans la Bible qui dit, j'ai aucune idée comment le traduire, mais c'est il faut tuer avant d'être tué. Et là, je pense que c'est bien. Lève-toi et tue le premier. On y va, quoi. Parce que là, le peuple palestinien. Oui. Poussé vers la mer, là. Donc les deux États, c'est typique. Ça ne tue Ça fait des années. Oui, non, mais bon. Le problème, c'est là. Je suis à côté d'Éric et on a été des objecteurs de conscience, nous, en France. Éric était même le président d'une association. Hein. Enfin non, bon voilà. Rédacteur en chef du journal des objecteurs. En France, c'est possible, il suffisait d'écrire une lettre et on était même payé à faire notre objection. Voilà. Mais j'ai pas bien compris si le statut existe vraiment en Israël, d'objecteur de conscience. Ah bon ? Si elles ont le droit de faire un test. Oui, c'est ça, les commissions, ça existe. Non, c'est une autre catégorie. Il y a de religieuses, il y a le santé mentale physique, il y a d'autres raisons. Et après, il y a de objection de conscience. Oui, et ça existe. Et c'est ça que c'est le tampon. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui avoir ça. Mais oui, ça existe. Il faut imaginer donc cette commission, c'est 9 adultes, parce que là, vous voyez, Elisha, c'est une adulte aussi. Mais elle passe devant cette commission quand elle a 17 ans. Des gamins de 17 ans qui passent devant cette commission, il y en a très peu qui tiennent le choc en fait. Il y en a très peu qui ont un discours suffisamment construit pour se confronter à ces 9 personnes qui vont leur poser des questions du genre et alors si ta meilleure copine elle est en train de se faire violer et toi tu as une arme, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, poser des questions comme ça à des gamines de 17 ans, je trouve ça malsain au possible. Voilà. Ou alors, même comme ils ont toutes les informations sur les gens, ça va être du style aussi. Et alors, ta grand-mère, elle a résisté dans le ghetto de Lodz contre les nazis avec des armes. T'es contre ça ?
Alors il se trouve que bon, bah, la personne à qui on posait la question, bah, sa grand-mère s'était suicidée et la même grand-mère, et que son grand-père était plutôt porteur de valises et qu'il était toujours vivant. Donc il a dit bah, je préfère être mon grand-père. Voilà. C'est le frère de Ben qui m'a raconté, ouais. Nimrod. Il y a une question là-bas tout au fond. Tu veux que je te jette le micro? Non. J'ai envie de revenir sur le moment de son témoignage lors de la visite du camp d'Auschwitz. Et j'aimerais en fait comprendre comment son chemin de lucidité, c'est-à-dire que quels sont les éléments en fait dans son éducation ou ailleurs, hein, lui ont permis de voir ces paradoxes et de se positionner en fait différemment que le regard des autres. Ouais, la prise de conscience. Oui, c'est ma famille qui était toujours un peu dehors et qui parlait tout le temps des droits humains et posait des questions, et aussi je suis très cynique et donc je regarde toujours les choses un peu dehors. Et oui, c'est de critique, d'être critique. Ouais. Juste pour dire un truc, c'est que c'est très étrange d'essayer de comprendre qui refuse et qui refuse pas, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans les familles de gauche et des familles similaires à la tienne et qui vont vouloir faire l'armée pour justement s'intégrer dans la société. Donc c'est aussi, je connais mes amis en fait pendant le lycée, le collège. Et j'étais le seul dans ma groupe. Et il dit, c'est mieux que c'est moi qui est dans cette poste à l'armée et pas une fou de droit. Donc, dans le checkpoint, c'est mieux que c'est moi parce que je regarde le Palestinien comme une autre personne. Bien sûr, après 3 mois, c'est fini. Le ligne continuait à bouger plus loin. Mais oui. Oui, moi, dans votre témoignage, je dois dire que cette espèce d'embrigadement, finalement, dès l'éducation à l'école, et j'imagine qu'après ça, la forme d'apartheid qu'il y a en Israël, c'est comme naturel pour les enfants israéliens. En fait, il y a un truc qui est assez désagréable à voir, c'est que donc il y a par exemple un quartier à Jérusalem où en fait il y a eu des procès dans tous les sens, il y a des histoires il y a des problèmes de trucs de propriété, d'actes de propriété. Ça s'appelle, c'est dans le bouquin, j'ai retrouvé. Et donc, en fait, il y a des manifs pour réclamer la non-expulsion des familles palestiniennes, avec des Palestiniens et Cherchara, voilà, merci. Et donc, il y a des manifs et leur soutien, c'est-à-dire aussi bien des Israéliens que des internationaux sont là. Et en face, on a des familles, des hommes, en fait, des hommes et des petits et des garçons, des familles ultra-orthodoxes d'extrême droite, qui viennent en face avec des drapeaux israéliens. Et les pires, c'est les enfants. Les pires, c'est qui insultent les gens, qui leur parlent mal, qui parfois leur jettent des trucs. Ça va être les enfants. Parce qu'ils veulent prouver, quelque part, qu'ils sont à fond dans le truc. Voilà. Oui, et aussi, le discours vers le Shoah, ça commence à 3 ans. Et ma fille, elle est grandie en France, elle a 8 ans. Et elle m'a demandé, Hitler, c'est qui Hitler? Elle a 8 ans, donc ok, on a gagné 8 ans sans Hitler. Mais ça commence vraiment tôt.
Tu peux pas ça va. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Bon, moi, à chaque fois, je fais des parallèles. Et cette volonté de toute la population de dire ça n'existe pas, l'autre n'existe pas, et tu as dit, et d'un seul coup, ça a explosé. Bah, en fait, bon, j'ai retrouvé dans la littérature, dans l'histoire, etc., exactement la même chose, ou parfois même, je l'ai vu moi-même quand j'étais en Afrique du Sud, et qu'on avait rencontré, voilà, des blancs sud-africains comme ça, et qui nous expliquait que, qui s'excusait presque, on était déjà après l'apartheid, hein, longtemps après, mais en fait, faut nous excuser, on ne savait pas. On ne savait pas. Et ça, quand on voit aussi sur l'Algérie française, il y a, pour ceux qui en connaissent un peu plus long sur l'antifascisme, en ayant été allé chercher sur les fascismes, et notamment sur l'OAS, etc., un chanteur très connu de certains d'entre nous, Jean-Pax Meffray, qui est un chanteur, je vois que ça te dit quelque chose, qui est pied noir. Et il a chanté beaucoup de choses sur un Nostalgie Pied Noir. Je me suis tapé toutes ces chansons sur un Nostalgie Pied Noir. À aucun moment, il y a le mot ou la présence arabe. C'est son milieu, son cercle d'Européens qui racontent nostalgie, etc. Parfois, c'est très joli, ça fait tirer les larmes aux yeux, mais il y a des absents. Et à chaque fois, il y a des absents. Et en fait, c'est quelque chose qui est commun à toutes les colonies de peuplement, quelles qu'elles soient. Je n'ai pas encore vu sur la Nouvelle-Calédonie, mais ce sera intéressant de voir. Et aussi, il y a Michael Sfardi, un avocat de droits humains en Israël, il a dit one day, we were all against it. Ouais, c'est le futur. On dit, dans le futur, tout le monde n'était pas d'accord avec qu'est-ce qui se passe. Oui. C'est ce qu'on a fait en France après la guerre. Hein. Tous les Français étaient résistants. C'est extraordinaire. Je connais aussi. Les médias télé et compagnie, ils en parlent très peu quand même de ce qui se passe. Tu veux dire des manifestations en Israël? Non, de ce qui se passe à Gaza et compagnie, on n'en voit pas beaucoup, je crois, quand même. Non, je parle des télés israéliennes, je ne vais pas parler des télés françaises. C'est toujours, si j'ai bien compris, c'est toujours du point de vue des soldats qui sont sur place. Oui, c'est ça. Ça existe tout le temps, mais c'est... Non, mais ça donne une idée de comment les gens réagissent, quoi. Voilà. L'information est là, mais c'est juste le point de vue. Et aussi, il faut comprendre que le journalisme, c'est né à l'armée. Donc, il y a le côté média à l'armée et tous les journalistes commençaient là-bas. Et le pratique, c'est fait copy-paste. Il y a le réponse de l'armée où le chef de l'armée dit... Ça, c'est notre réponse de tout ce qui se passe. Et les journalistes partout, ils les copient et republient. Et ça, c'est l'école journalisme, c'est l'armée. Oui, sans compter qu'il y a aussi la censure par l'armée d'un certain nombre de... Il n'y a jamais eu autant de censure, hein. C'est pas le problème. Oui, mais je veux dire, c'est quand même significatif, quoi. Alors, on me dit dans l'oreillette du fond de la salle là-bas qu'il est venu le moment où on va pouvoir discuter de tout ça avec un verre à la main et puis par petits groupes. Et puis tiens, je voulais vous dire aussi, si jamais il vous vient l'idée d'acheter aujourd'hui le livre, eh ben, vous aurez droit à un tirage photo avec. Voilà, c'est pas fantastique. C'est un peu pif gadget, mais différent. Et dédicace, oui. Oui, et juste pour dire merci et à vous pour être intéressé par ce sujet. Merci. Merci.